Torturé par la haine et le désir de persécution, obsédé par la peur, j'entendis que l'on fermait la porte du colombier. Mon père, à pas lourd, remontait les escaliers. Il s'arrêta et regarda dans l'ombre, à travers les fentes des marches de bois. « Mais que fais-tu là, gamin ?» Je ne répondis pas, dans l'espoir qu'il ne me reconnaîtrait pas. Il haussa les épaules et continua à monter, laissant finalement la porte du treillis métallique claquer derrière lui. Personne ne se soucie de moi, pensai-je. Je percevais, venant de la maison, les rires des femmes auxquels s'ajoutait la voix basse profonde de mon père. Je savais que tous se moquaient, encore et encore de moi. Des vagues d'aversion m'inondaient à nouveau. Les larmes recommencèrent à couler sur mon visage, et une fois de plus, je me mis à hurler. « Je te hais, maman, je te hais !» Le vide au-dessus de la maison me renvoya l'écho de ma propre voix. Une voix irritée, dans un état d'extrême émotion. Je m'affaissai sur le dos, dans les ordures où je me roulais plusieurs fois jusqu'à me couvrir entièrement de poussière. Épuisé, je fermai les yeux et tombai enfin dans un sommeil agité. Le soleil avait déjà disparu dans la mer quand je m'éveillai et rampai hors du soubassement. Le sable grinçait entre mes dents et mon corps était comme plaqué d'immondices. Les grenouilles coassaient, les grillons chantaient et je me sentais humide de rosée de la tête aux pieds. Papa ouvrit la porte et un rayon de lumière se posa sur moi. Alors, je me tenais au pied de l'escalier. « Sale gosse !» me cria-t-il. « Que fais-tu là? Où étais-tu passé tout ce temps? Regarde-toi, nous ne voulons pas de porc ici. Va te laver et viens manger. » J'obéis, mais tout en lavant mon corps à la pompe, je savais que désormais je le haïrais pour toujours. Je savais que jamais plus, je n'aimerais quelqu'un. Et je sus aussi que jamais plus, je ne pleurerai. Pour le fils de Satan, peur, saleté et haine, j'avais commencé à courir comme jamais, comme disait papa. C'est une tradition dans les nombreuses familles portoricaines d'envoyer leur enfant à New York. Et déjà, 6 de mes frères aînés avaient quitté l'île pour s'établir à New York. Tous étaient mariés et essayaient de se créer une nouvelle vie de famille, mais j'étais encore trop jeune pour partir. Alors, pendant les 5 années qui suivirent, mes parents se rendirent compte que je ne pouvais pas non plus rester à Porto Rico. J'étais devenue un élève rebelle, en train de me battre, toujours, et surtout avec les plus jeunes que moi. Alors un jour, après avoir frappé une fillette à la tête avec une grosse pierre, je restais là à regarder fixement le sang qui suintait à travers ses cheveux. La petite fille hurlait. Elle pleurait et riait. Ce soir-là, mon père me frappa au visage, jusqu'au sang. Jusqu'à ce que ma bouche coule, il criait « 100%. » J'achetai une petite arme pour tuer les oiseaux, et je n'étais pas seulement satisfait de les faire mourir. J'aimais mutiler leur corps. Mes frères s'éloignaient de moi à cause de ma cruauté. Lors de ma 8e année d'école, je me battis, alors mon maître d'atelier me mit dehors. C'était un jeune homme mince, de haute taille, qui aimait siffler quand passait la classe. Je le traitais de nègre. Le silence emplit la salle et les garçons se retinrent parmi les machines de la tension de l'air qui s'y dégageait. Le maître s'approcha d'un tour, puis de 2, où je travaillais. « Tu es tout de même un drôle de gars. » « Je regrette. Je n'ai pas envie d'être drôle. » Avant que j'eusse fait un geste, il me frappa de son long bras osseux et je sentis, sous le coup sauvage, la chair de mes lèvres s'écraser contre mes dents. Le sang coulait dans ma bouche et le long de mon menton. Je m'avançai vers lui, les bras étendus. Il était un homme fait et je ne pensais pas vraiment qu'il faisait 50 kilos, mais j'étais remplie de haine. Et le sang me mit à le feu aux poudres. Il me poussa en mettant sa main sur mon front et en m'écartant de son bras, alors qu'impuissant, je battais l'air de mes poings. Comprenant ma situation désespérée, je reculai et je lui criai « Vous avez réussi cette fois, nègre !»
Je vais au commissariat de police. Attendez-vous et vous verrez, je quitterai la classe. Je le fis en courant et il me poursuivit en m'appelant « Arrête, je regrette, reviens !» Mais j'étais déjà loin. Je n'allais pas à la police, mais je me rendis auprès de papa pour lui dire que le maître avait voulu me tuer et il était furieux. Il entra dans la maison, en ressortit avec son grand revolver fixé à sa ceinture. « Allons-y, fiston, c'est moi qui vais tuer cette brute !» Nous partîmes pour l'école et j'avais de la peine à suivre ses grands pas, ses grandes enjambées qui couraient derrière lui. Mon cœur bondissait à l'idée de voir l'instituteur ramper sous la fureur de mon père, mais il n'était pas dans la classe. « Attends-moi ici, dit papa. Je vais parler au directeur et aller au fond de cette affaire. » Cela m'ennuyait, mais j'attendis. Mon père resta longtemps dans le bureau du principal. Quand il sortit, il vint rapidement vers moi et me saisissant par le bras me dit « Très bien, garçon. Tu as quelques explications à me donner, mais rentrons avant tout à la maison. » Une fois de plus, nous traversâmes le petit village et suivîmes le sentier qui menait chez nous. Il me tirait derrière lui, me tenant par le bras. « Infâme menteur !» me dit-il devant la maison. Il leva le bras pour me frapper, mais je lui échappai et descendis dans le sentier en courant. « C'est ça, cours ! Cours, baby, cours !» cria-t-il. « Tu reviendras à la maison et alors là, je te fouetterai. » Je retournai à la maison, mais ce fut 3 jours plus tard, et les policiers me cueillirent alors que je marchais sur la route qui conduisait vers les montagnes à l'intérieur du pays. Je les suppliai de me laisser aller, mais ils me ramenèrent à mon père. Et il accomplit fidèlement la promesse qu'il m'avait faite. Je savais que je m'échapperais encore, et que je courais, jusqu'à ce que je sois si loin que personne ne pourrait jamais me ramener à la maison. Durant les 2 ans qui suivirent, je pris la fuite 5 fois, et la police me retrouva toujours et me ramena toujours chez moi. Finalement, désespérés, mes parents écrivirent à mon frère Frank pour lui demander s'il me permettrait d'aller à New York vivre avec lui. Frank fut d'accord, et papa entreprit les démarches pour mon voyage. Le matin de mon départ, les enfants se mirent en rang devant le porche. Maman me serra dans ses bras, et des larmes remplissaient ses yeux. Elle essaya de parler, mais ne put prononcer aucun mot. J'étais absolument indifférent à son égard. Soulevant ma petite valise d'un air maussade, je tournai le dos à la compagnie et me dirigeai vers la vieille voiture d'occasion où mon père m'attendait. Pas une seule fois, je ne regardai en arrière. Le voyage jusqu'à l'aéroport est de 45 minutes. Arrivé là, mon père me remit mon billet et me glissa 10 $ dans la main. « Téléphone à Frank dès que tu débarqueras à New York, » me dit-il. « Le pilote prendra soin de toi jusqu'à ton arrivée. » Il se tenait là, debout, me dominant de sa haute stature. Il me regarda tout au long du moment et sa tignasse de cheveux gris ondulés agitée par la brise tiède me fixait. Je devais lui paraître bien petit et pathétique alors que j'étais là près de la grille avec ma valise. Sa lèvre inférieure trembla un peu quand il étendit la main pour prendre la mienne. Puis soudain, il enveloppa mon corps frêle de ses longs bras et me serra contre lui. Et je l'entendis sangloter, mais une seule fois. « Hiro, mio !» Me libérant de son étreinte, il dit rapidement « Sois un bon garçon, petit oiseau. » Je fis demi-tour et franchis en courant l'escalier de l'immense avion. Je m'assis près d'un hublot. Je voyais alors la silhouette de mon père solitaire, le grand, tout près de la barrière. Il leva la main comme pour me faire un signe, mais gêné, il se détourna et rejoignit rapidement la vieille voiture. Quel nom m'avait-il donné, petit oiseau ? Je me souvins alors d'un moment particulier. Il y avait si longtemps de cela, où sur les marches du porche, papa m'avait appelé ainsi. Il était assis sur une chaise à bascule, sur la véranda, fumant sa pipe. Il me parlait d'un oiseau, devenu légendaire à Porto Rico, qui n'avait pas de pattes et était dans l'obligation de voler sans cesse. Papa baissa ses yeux vers moi et dit tristement « C'est comme toi, Nicky, tu es un agité. Comme un petit oiseau, tu courras toujours ça et là. » Il secoua lentement la tête et regarda vers le ciel, lançant de la fumée de sa pipe vers les pampres de la vigne qui festonnaient sur le toit du porche.
L'oiseau est menu, il est léger, il ne pèse pas plus qu'une plume, et se sert des courants d'air pour se déplacer. Il dort dans le vent, toujours en vol. Il échappe aux faucons, aux aigles, aux hiboux et aux oiseaux de sa proie. Il se cache en se maintenant entre eux et le soleil. Ils volent au-dessus de lui. Ils veulent l'apercevoir comme l'écran. La terre sombre, mais ses petites ailes sont transparentes comme l'eau. Tant qu'il reste en haut du ciel, ils ne peuvent pas le voir. Il ne se repose jamais. Papa appuya sur son dos contre la chaise et lança des veloutés bleus dans l'air frais. Mais comment se nourrit-il, lui demandai-je. Il se nourrit de vol, répondit papa. Il parlait lentement, comme s'il voyait le minuscule créature. Il attrape les insectes et des papillons. Il n'a pas de jambes, pas de pattes. Il est toujours en mouvement. J'étais fascinée par cette histoire. Mais que se passe-t-il quand le temps est sombre, lui demandai-je, et quand le soleil ne brille pas? Comment peut-il alors échapper à ses ennemis? Papa répondit. Pas de temps gris, Niki. Il vole si haut que personne ne l'aperçoit. La seule occasion où il cesse de voler et de courir, la seule fois où il prend contact avec la terre, c'est pour mourir. Car s'il touche la terre, il ne peut plus jamais reprendre son envol. Papa me donnait une petite claque amicale et m'envoya jouer. Va maintenant, petit oiseau, cours et vole. Ton papa t'appellera quand viendra le moment de ne plus t'échapper. Je partis en gambadant à travers les champs, agitant mes bras comme un oiseau, prenant son envol. Mais je ne sais plus pour quelle raison, je ne pus jamais gagner assez de vitesse pour m'envoler. Les moteurs de l'avion se mirent à tousser, à lancer de la fumée noire et finalement à vrombir. Enfin, moi aussi, j'allais m'envoler. J'allais enfin partir. Après une secousse, le bus s'arrêta. Au dehors, les lumières et les enseignes multicolores scintillaient et clignotaient dans l'obscurité glaciale. L'homme, assis en face de moi, se leva pour descendre. Je le suivis et sortis à l'arrière. Les portes se refermèrent aussitôt, et moi et le bus, nous quittâmes le trottoir. Je me trouvais seule, au milieu de la nuit, au milieu de 8 millions d'êtres humains. J'enlevai une poignée de neige souillée et brossai la croûte du dessus. Et là, je la vis, cette neige étincelante, blanche, pure. Je désirais de la porter à ma bouche pour m'en nourrir, mais en l'observant, j'aperçus de petites taches noires sur la surface. Soudain, je compris que l'air était saturé de la suie qui s'échappait des cheminées et que la neige prenait l'apparence d'un fromage saupoudré du poivre noir. Je jetai donc ce que j'avais en main. J'étais libre pendant 2 jours, j'errais à travers la cité. Dans une impasse, je trouvai un vieux manteau que l'on avait jeté sur une poubelle. Les manches couvraient mes mains et arrachées dans les poches déchirées, mais il me tenait chaud. Et cette nuit-là, je dormis dans un passage souterrain du métropolitaine, recroquevillé sur un banc. Vers la fin de la seconde journée, l'excitation s'était dissipée et j'avais faim et froid. Par 2 fois, j'essayais de parler avec des gens et de leur demander leur aide. Le premier passant m'ignora tout simplement. Il suivit son chemin comme si je n'avais jamais été là. Quant au second, il me poussa contre le mur. « Fiche-moi le camp, espèce de sale portoricain, ne me touche pas avec tes mains grasses. » J'avais peur. J'essayais d'empêcher la panique de me saisir et de monter de mon estomac à ma gorge. Je continuais à parcourir les rues, le long manteau traînant sur le trottoir, ma petite valise à la main. Et les gens se mouvaient autour de moi et se retournaient pour me regarder, mais personne ne semblait s'intéresser. Ils regardaient seulement, continuant leur route. Je dépensai les $10 que papa m'avait donnés et j'entrai dans un petit restaurant commander un hot-dog. En montrant une image suspendue au-dessus du comptoir graisseux, je l'avalai rapidement et en demandai un second. L'homme au comptoir secoua la tête et tendit la main vers moi. Je cherchai dans ma poche, sortis le billet de $10 soigneusement plié, essuyant ses mains à un linge, il le déplia, l'étira à plusieurs reprises et le glissa dans la poche de son tablier malpropre. Après quoi,
Il m'apporta un autre hot-dog et un bol de bouillon. Et quand j'eus terminé, je cherchais, mais il avait disparu dans la cuisine. Je venais de faire ma première expérience avec certaines entreprises américaines. Mais comment aurais-je pu savoir que des hot-dogs ne coûtaient pas 5 dollars en Amérique? M'éloignant de la rue, je m'arrêtai devant une église. Une lourde grille de fer avait été posée devant les portes d'entrée et elle était fermée par une chaîne et un cadenas. Je restais là, debout, devant le bâtiment de pierre grise, regardant en haut vers le clocher qui se dressait vers le ciel. Les murs de pierre froide et les vitraux sombres semblaient se blottir à la recherche de la protection, derrière la clôture de fer. La statue d'un homme au visage aimable et aux yeux tristes se voyait clairement à travers la grille, et ses bras tendus étaient couverts de neige. Mais il était enfermé d'un côté, et moi, je l'étais de l'autre. Je me remis à marcher, en traînant des pieds, tout le long de la rue, avançant, avançant, encore et toujours. La panique s'installait de nouveau en moi. Il était presque minuit et je tremblais. Non seulement j'avais froid, mais aussi je mourais de peur. J'espérais toujours que quelqu'un s'arrêterait et me demanderait si j'avais besoin d'aide. Je ne savais pas d'ailleurs ce que j'aurais dit si l'on m'avait offert du secours, mais j'étais esseulée, j'avais peur et j'étais perdue. La foule pressée passait sans cesse et me laissait dans l'abandon. Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait être seul, absolument seul, parmi 1 million d'êtres humains. Pour moi, l'isolement, c'était le fait d'être perdu dans les bois ou sur une île déserte. Mais celle-ci, là, elle était terrible, la plus terrible des solitudes. Je vis des personnes portant des travestis qui rentraient du théâtre avec des vieillards prenant des journaux, des petites baraques ouvertes toute la nuit, des agents d'ordre patrouillant 2 par 2, 3 par 3. Mais en observant leurs visages, j'eus l'impression qu'eux aussi paraissaient terriblement solitaires. Aucun ne riait, aucun ne souriait, tous se hâtaient. Je m'assis au bord du trottoir et ouvris ma petite valise. Il y avait à l'intérieur un morceau de papier plié où maman avait inscrit le numéro de téléphone de Franck. Et tout à coup, je sentis quelque chose me pousser dans le dos. C'était un vieux chien hérissé qui flairait le gros manteau drapé autour de ma mince silhouette. Je passai ma main autour de son cou et l'attirai près de moi. Il me lécha les joues, tandis que je m'enfouissais la tête dans sa fourrure glaneuse. Je ne sais combien de temps je restai là, tremblant et caressant le chien. Mais lorsque je levai les yeux, je vis les pieds et les jambes de 2 agents de police. Leurs bottes de caoutchouc étaient mouillées et boueuses. Le chien galeux, pressentant quelque danger, était parti comme une flèche vers une ruelle voisine. Et l'un des agents me donna un petit coup sur l'épaule avec un bâton. « Que fais-tu assis au milieu de la nuit ?» me demanda-t-il. Son visage me paraissait à des lieues au-dessus de moi. Laborieusement, j'essayais de lui expliquer, dans mon mauvais anglais, que je m'étais perdue. L'un parla à voix basse et l'autre s'en alla. Celui qui était resté agenouillé près de moi sur le trottoir fangueux me dit « Puis-je t'aider, mon gars ?» Je fis un signe affirmatif et lui montrai le bout de papier qui portait le nom de Franck et le numéro de téléphone. « Frère, lui dis-je. » Il secoua la tête en regardant le griffonnage. « Est-ce là que tu demeures ?» Je ne savais pas comment je pouvais lui répondre et je répétai « Frère !» Il fit un signe de la tête et me mit sur mes pieds et nous partîmes dans une cabine téléphonique derrière un kiosque à journaux. Il chercha dans sa poche, en retira de la monnaie et fit le numéro. Et quand la voix endormie de Franck répondit, il me tendit le récepteur. Moins d'1 heure plus tard, je me trouvais en sécurité dans l'appartement de Franck. La soupe chaude que l'on me servit me parut excellente et le lit propre était confortable. Le lendemain matin, Franck m'expliqua que je resterais avec lui, qu'il prendrait soin de moi et m'enverrait à l'école. Mais au-dedans de moi, quelque chose me disait que je ne resterais jamais là. J'avais commencé à courir par le monde et rien, plus rien ne m'arrêterait plus jamais.